Cleveland est le roi démon le plus fort redouté par tous les humains. Et son seul objectif est d'effacer l'humanité pour de bon. Mais tout change le jour où il trouve un bébé humain. Et fait un choix qui choque même lui. À partir de ce moment, Glenn cache son pouvoir, et commence une nouvelle vie. Faire semblant d'être un perdant régulier, élever l'enfant. En plein milieu du monde, il a juré une fois pour détruire. Mais combien de temps peut-il cacher sa vraie nature? Alors que l'histoire commence, nous voyons une jeune fille marcher avec son père à la ferme. Quand ils finissent, il l'appelle pour le suivre à la maison. Elle erre dans la maison, passe une carte d'Enzi et remarque quelque chose d'étrange. Juste après le bord de la carte, il n'y a que des espaces sombres. Juste le continent, puis l'obscurité pure. Alors elle ne peut s'empêcher de se demander pourquoi. Curieuse comme toujours, elle se tourne vers son père et demande « Qu'est-ce qui est au-delà de leur ville ?» Une question même il ne peut pas répondre. Il voit la curiosité dans ses yeux et veut lui donner une réponse. Mais il ne peut pas, parce que la vérité est qu'il ne sait pas non plus. Alors il lui dit que chaque humain, tout comme elle est née en voulant en savoir plus, mais chaque fois que quelqu'un essaye d'entrer dans cette obscurité, cela se termine par une catastrophe. Il explique que dans ces terres sombres, il y a 4 démons, chacun garde le ouest-est, nord et au sud de l'éthique. Chaque équipe qui est sortie pour voir ce qui se trouve au-delà, a été anéantie, complètement détruite. Elle est choquée d'entendre ça et se demande si c'est vraiment si dangereux. Mais ça ne change pas ce qu'elle ressent. Son père lui dit que jusqu'à ce que les démons soient partis, personne ne peut découvrir ce qui existe. Chaque problème devrait avoir une solution. Mais celui-ci semble impossible. Puis il explique que seuls les héros avec des trésors spéciaux ont une chance. Seuls ceux qui ont ces armes légendaires peuvent affronter les démons. Et jusqu'à ce que le vrai héros apparaît, personne ne peut gagner au lieu de lui faire peur. Cela la rend plus excitée. Elle rêve d'être un héros, de riposter si elle peut obtenir l'épée de cachet. Elle pourra rejoindre le combat. Lorsque les héros gagneront, ils verront enfin le monde au-delà de la carte, et découvrir ce qui se cache dans ces endroits sombres. Des années passent, et Alicia grandit. Elle n'est plus un enfant, elle est maintenant l'un des héros choisis. Elle ouvre ses yeux. Dans le camion qui la transporte au bord de la ville, elle saisit la chaîne autour de son cou et dit à son père, « Le moment est venu, et elle est prête à se battre pour sa ville. » Et elle n'est pas seule que d'autres héros partent avec elle. Alors que le voyage continue, le groupe commence à parler et à se présenter lentement. En cours de route, il y a quelques chiffres notables parmi eux, comme Minark qui porte le trésor du Topidor et dit simplement « Il ne sait pas d'où il vient. » Ils regardent tous Alicia, et lui demandent de se présenter, clairement surpris de voir une femme parmi leurs rangs. Mais Alicia ne prend pas la peine de répondre ou de dire un mot sur elle-même. La voiture continue de rouler jusqu'à ce qu'ils atteignent le bord du territoire, où Stephen connaît pour manipuler le trésor Pegasus, avertit le groupe qu'il se rapproche. Certains des autres chuchotent tranquillement entre eux que Stephen est en fait le plus fort de tout le groupe. C'est pourquoi il agit comme s'il était le leader. Soudain, la voiture s'arrête, et le conducteur leur dit qu'il ne peut pas aller plus loin. Tout le monde se prépare à descendre, mais avant même qu'ils ne mettent les pieds sur le sol, une attaque soudaine des démons les attrape au dépourvu. Et dans le chaos, plusieurs conducteurs sont tués. Stéphane crie tout de suite pour que tout le monde sorte et riposte. Ils se précipitent tous, et Stéphane divise immédiatement l'équipe en petits groupes. Les archers et les lancers sautent rapidement en action, alors que Stéphane dit au reste qu'il va faire équipe avec Alicia, prendre les ennemis restants. Alicia, portant le trésor de la déglutition rocheux, rejoint Stéphane dans la bataille. Elle est puissante et charismatique. Mais ce qui se démarque le plus, est à quel point elle est nette et consciente de tout ce qui se passe autour d'elle. Ne manquez jamais de détails alors. Nous voyons que, se tenir sur une monture devant eux est l'un des seigneurs démoniaques. Il commence à parler du monde né du chaos. Il admet que si le monde lui-même est né du chaos, alors il doit être aussi bien, et peut-être qu'il a raison. Les combats deviennent encore plus intenses, alors que tous les héros sautaient et poussent à travers les collines, et sur un sol rocheux qui se dirige vers le sommet de la montagne. Stéphane, excité et prêt pour le défi, est déterminé à être à la hauteur de sa réputation, comme le plus intelligent d'entre eux. Il dit au groupe que, aujourd'hui est le jour où ils seront reconnus comme de vrais héros. Et ils doivent prouver à tous ceux qui les ont choisis, qu'ils sont vraiment assez forts. Enfin, quand ils atteignent la montagne Luna, le seigneur démon s'avance et se montre. Il a l'air à la fois magnifique et terrifiant en même temps, avec une peau moelleuse blanche, et un regard perçant, qui rend tout le monde mal à l'aise. Ce sont des clevettes du clair de lune. Le souverain de l'extrémité de l'éthique. Stephen est momentanément jeté. Et même il admet à quel point cet ennemi est effrayant. Mais malgré la peur, c'est exactement ce qu'ils sont venus. Ils sont ici en mission. Ils ne sont pas seuls, et ensemble, ils sont déterminés à faire de la légende une réalité. Mais tout comme Stéphane s'approche pour attaquer, Clevetts lance soudainement une frappe à distance. Lancer Stéphane dans le côté de la montagne, et le tuer instantanément. Et malheureusement c'était la fin de Stéphane. Tout le monde est congelé, et choqué comme l'enfer, parce que Clive ne bouge même pas un pouce, et que Stéphane est déjà mort. L'un des autres héros essaye d'intensifier et de prendre en charge, crier à tout le monde de se réunir et de riposter. Mais Alicia ne se précipite pas comme le reste.
Elle scanne la montagne, à la recherche de tout ce qui pourrait leur donner un avantage, alors que les héros se rapprochent de Clévétas, ils les coupent les uns après les autres, sans faire un seul pas. Alicia découvre rapidement ce qui se passe. Elle crie aux autres, les avertissant que Clévite s'attaque avec les ombres. S'ils veulent survivre, ils doivent rester à l'écart de l'ombre. Le groupe hésite, ne sait pas quoi faire. Mais Alicia n'attend pas qu'elle commence à sauter sur le flanc de la montagne, et courir aussi vite qu'elle le peut. L'ombre la suit, et elle est la première qui voit l'attaque à venir, et parvient à riposter. Les yeux de l'intelligence s'allument de surprise. Peut-être que cette bataille ne sera pas aussi facile que les autres qu'il a combattues auparavant, mais ça attire toujours son attention. C'est l'humanité, et pendant 1000 ans, il n'a pas fait face aux humains, mais d'après ce dont il se souvient, ils doivent être faibles aussi fragiles que les insectes. Pourtant, ce qu'il voit maintenant est différent. Ils sont forts, ils sont en mission, et rien ne semble briser leur détermination. Il ne peut pas vraiment comprendre ce qui les pousse, mais il veut comprendre d'où vient leur force. Les guerrieros se battent avec tout ce qu'ils ont, mais Clévitas les bat tous. En fin de compte, Mélicia est la dernière à tomber. Alors qu'elle envoyait voler dans les airs, elle ferme les yeux en acceptant son sort. Elle s'excuse auprès de son père pour ne pas avoir réalisé son rêve. Mais tous les rêves ne sont pas censés se produire, et le sien est l'un de ceux qui n'étaient tout simplement pas censés être. Pendant ce temps, dans Capital Hydrate, les gens du royaume caché vont dans leur vie quotidienne, ignorant le danger qui approche. C'est alors que Clévitas éclate de la montagne à l'extérieur de la ville. La panique se propage comme il apparaît. Tout le monde dans la ville est terrifié. Mais Clévitas n'est pas intéressé à les blesser. Il est seulement curieux de savoir ce qui motive ces gens. Il se souvient que ceux qui l'ont attaqué s'appelaient des héros, envoyés par le roi de Haydan, et maintenant, il prévoit de combattre son chemin vers le palais, pour atteindre le roi. Les villageois paniquent et courent pour la sécurité, pendant que les chevaliers se précipitent en action, faire ressortir leurs archers pour lancer une attaque, mais Clévédis ne les attaque pas en retour. Au lieu de cela, ils planent au-dessus des toits, se dirigeant directement pour le palais, déterminés à découvrir ce qui est au cœur de leur résolution. Les chevaliers renforcent la sécurité aux portes du palais, et tirent une volée de flèches à Clévis, mais aucun de leurs coups de feu ne vient de le frapper. Ils regardent leurs attaques imperturbables, et se rendent rapidement compte qu'ils ne sont pas aussi forts qu'ils s'y attendaient. Ils sont toujours faibles, et rien qu'ils font ne peut lui faire du mal avec un seul swing de son bras. Ils brisent le mur du palais au sol. Les chevaliers réalisent rapidement que la situation est hors de leur contrôle. Alors l'un d'eux se précipite pour avertir le roi, que le roi démon a attaqué. Le roi ne semble pas surpris. Pour que le roi démon pour atteindre la ville, il ne peut y avoir qu'une seule raison pour laquelle les héros ont échoué. Il s'élève de son trône, et se déplace vers la seule chose qu'il a laissée pour protéger, la lame légendaire de Hayden Manaiderit. Le chevalier insiste sur le fait qu'un démon a envahi la ville, et ne peut pas être arrêté, exhortant le roi à se cacher, mais si le démon est vraiment imparable, les raisons royales pour lesquelles il est inutile de courir. Parce que peu importe où il va, le démon lui trouvera les chevaliers. Continuez à se battre. Lancement du feu et des flèches à Clévitas. Mais il sait que rien de tout ne fera une différence. Il se souvient toujours comment l'épée d'Alicia a réussi à le blesser. Même si un peu, cela prouve que si les humains ne sont pas contrôlés, ils peuvent éventuellement devenir plus forts et devenir une menace. Il n'a jamais abordé le territoire humain, mais maintenant ils sont après sa terre, et pour lui c'est une raison suffisante pour riposter. Le roi s'approche de la porte pour défendre la lame sacrée, mais comme il l'ouvre, avec un regard sur la couronne et les vêtements, Clévitas sait instantanément qu'il fait face au roi. Il l'appelle en parlant un langage humain clair, et cela jette le roi, parce qu'un démon ne devrait pas pouvoir parler comme eux. Le roi est choqué, demandez comment une putain de bête comme lui peut même parler leur langue. Une Clémentie lui dit juste de regarder sa bouche sale, parce qu'il est le seul à avoir le pouvoir de sauver l'humanité. Voici quelques questions, et les réponses du roi décideront si toute l'humanité survit, ou est anéantie par toute l'humanité. Clémétis ne signifie pas seulement des cachettes, mais aussi ceux des Orgatdins. Sladens et Benti, ces questions sont directes. Qui sont les humains? Ce qui définit leur caractère, quelle est leur vraie motivation? Et pourquoi veulent-ils attaquer le royaume des démons? Le roi refuse de donner des réponses à un démon, et dit seulement qu'une bête ne pourrait jamais comprendre. La soie ne se soucie pas de demander à nouveau, et il enlève simplement la tête du roi. Clavitz se détourne, convaincu maintenant que les humains sont une menace et doivent être anéantis. Il décide que pour détruire toute l'humanité, il aura besoin d'une équipe à ses côtés. Il est prêt à prendre son temps à le construire. Alors qu'il quitte, le son d'un bébé qui pleure attire son attention. Aller à proximité est une mère à peine vivante, tenant son enfant à la dernière force. L'intelligence se rapproche, intéressée au début quand il voit que c'est juste un bébé humain. Mais alors la mère parle, elle le supplie et le plaide pour sauver son enfant. Il est surpris et se demande si elle sait même qui diable elle demande, parce qu'elle supplie la source même de la souffrance de son peuple. Il lui dit directement qu'il est là pour détruire l'humanité. Et si elle a besoin de blâmer quelqu'un pour la mort du bébé, elle devrait blâmer l'enfant d'être né humain. Mais la femme mourante refuse de reculer, et insiste sur le fait qu'aucun enfant ne puisse choisir ce qu'ils sont nés comme. Il s'en moque mais toujours. Il lui dit si elle veut qu'il épargne le bébé,
Elle devrait lui donner une raison. La femme qui manque de force dit qu'elle ne peut pas prouver la valeur de l'enfant maintenant. Mais elle est certaine que l'enfant le prouvera quand grandira. Et avec ça elle meurt. Clivdes prend l'enfant, et il n'est pas convaincu. Mais, comme elle était si sûre, il décide qu'il attendra, et verra si cet humain est différent. Après tout, il ne lui faudra pas longtemps pour regarder un enfant grandir. Ailleurs dans ce royaume massif, nous apprenons qu'il y a 5 races humaines vivant dans le monde. Les daims sont d'abord les plus nombreux. Viennent ensuite les orgites, connus pour leur bravoure et les cornes sur la tête. Ensuite il y a le Slyden, qui sont principalement introvertis et n'interagissent pas beaucoup avec les autres. Après cela, la Benti, qui ressemblent beaucoup à des bandits démoniaques, mais qui ont une force incroyable. Enfin, il y a les Heidening, le plus ancien et le plus mystérieux, et le plus sage de tous. Ils ont une capacité unique à fabriquer des armes à partir du site arcane, mais seule la famille royale connaît la technique secrète. Parce que la sagesse est ce que les Idinéens apprécient le plus, ils ont passé des années à vendre leurs armes aux daims. Ces offres ont conduit à toutes sortes d'aventures, et des partenariats entre les deux races, résultant en beaucoup de lignées mixtes. Les Idinéens encore purs sont extrêmement rares. Et en dehors du royaume massif où vivent toutes ces races, les bêtes sombres sauvages parcourent la terre. Ensuite nous voyons dans les montagnes de Luna, la bête à 9 à 9. Clévade repousse un paquet de petits monstres, qui sont sur le point de engloutir le bébé. Terrifié et impuissant, le bébé enfonce en larmes. Et l'intelligence est honnêtement soucieuse, que l'enfant ne dure pas longtemps. À ce rythme, il enroule sa queue autour du bébé. Essayez de comprendre comment obtenir cette bouche forte pour se calmer. Pendant un moment, il place le bout de sa griffe sur la tête du bébé, et juste comme ça, le bébé s'endort en veillant sur l'enfant. Clévitas se pense, ce n'est qu'une question de temps avant que l'enfant ne laisse tomber une bombe de merde. Bien sûr, pas longtemps après, le bébé se réveille, commence à gémir et comme prévu, rend un gâchis ennuyé. Clévitas ramasse l'enfant et part pour résoudre le problème. Et le mieux qu'il puisse trouver est de jeter l'enfant dans une putain de fosse. Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'il y paraît, parce que c'est juste une fosse pleine de bugs, inoffensifs qui mangent réellement de la merde. Et tandis que les insectes creusent dans le délicieux repas, Clémentes laisse entendre son idée ridicule, que les humains atteignent censément l'âge adulte en une question de nuit. Il repense à l'endroit où il a trouvé le bébé, et se rend compte qu'il ne sait même pas qui est vraiment ce gamin. Et il blâme son propre cœur doux pour avoir fait demi-tour, pour ramasser l'enfant en premier lieu. Mais il est trop tard pour les regrets. Maintenant, il est coincé avec un bébé humain, et sa fierté en tant que seigneur des bêtes noires ne le laissera pas déposer l'enfant nulle part. Alors il décide qu'il devra juste élever l'enfant lui-même. Mais il n'a aucune idée de ce qu'il diable faire ensuite. Il sait qu'il ne peut pas élever l'enfant seul, parce que les humains ont besoin de manger, et il n'a aucune expérience avec ça. Pensez vite, il regarde les corps laissés derrière la récente bataille, et décide de raviver Alicia. Ensuite nous voyons que le père d'Alicia a été tué par des bêtes sombres, et c'est pourquoi elle a dirigé une armée pour se venger du seigneur des bêtes noires. Mais cela ne s'est terminé que par une tragédie pour elle et son équipe. Maintenant, avec les pouvoirs sombres de Clévidus, Alicia reçoit un deuxième coup de vie à la vie. Au moment où elle se réveille, elle essaye de riposter, mais remarque rapidement son épée et les corps de ses camarades sont partis. Clévidus lui dit presque se vanter qu'il l'a ramenée à la vie en utilisant sa sombre puissance. Alors, elle est fondamentalement un cadavre de marche, maintenant après avoir entendu qu'elle regardait les yeux sur Spostned et Orifist. Mais alors, elle devient plus confuse sur la façon dont diable Clévis parle si bien sa langue. Mais alors au fond elle est encore un peu soulagée de réaliser, elle est la seule qui reste vivante. À ce moment-là, Clévedis ordonne à Alicia de révéler ses sacs amusants. Choquée, elle pense immédiatement. Le seigneur des bêtes noires fait une sorte d'avancée perverse sur elle, et son esprit commence à se déchaîner. Mais avant qu'elle ne puisse réagir plus loin, il interrompt ses sales pensées, et explique. C'est parce que le bébé a faim. Il lui ordonne d'abandonner l'armure et de sortir ses melons maintenant. Et parce qu'il a utilisé la magie noire pour la raviver, elle est forcée d'obéir même si elle est frustrée et gênée. Elle soulève lentement son haut et fait ce qu'il a demandé. Seulement pour découvrir que sans surprise, elle n'a pas du tout de lait. Clovis est complètement surpris. Mais Alicia est toujours ennuyée, lui explique que seules les femmes qui ont accouché peuvent produire du lait. Embarrassée par toute la situation, elle le supplie de terminer sa vie. Mais il l'ignore pendant qu'ils se disputent. Le bébé recommence à pleurer, et au lieu de résoudre le problème, les deux finissent par discuter de la façon dont Cleveland et même trouver l'enfant en premier lieu. Fatigué de la conversation inutile, Cleveland lui ordonne de trouver un moyen de nourrir le bébé. Même si Alicia ne sait rien de l'éducation d'un enfant, elle admet qu'ils ont besoin d'une femme qui peut réellement allaiter le bébé. Le problème suivant est comment en trouvent-ils un? Alors elle lui dit qu'ils doivent embaucher quelqu'un, mais cela nécessite de l'argent et de la chape. Bien sûr, il est complètement fauché. Mais Alicia souligne qu'avec tout le site d'Arcana dans la grotte, il pourrait facilement gagner de l'argent. Pendant qu'il réfléchit, Alicia envisage de l'attaquer. Mais sans armes, elle n'a pas d'autre choix que de rester. Après une pause rapide, Clévitas accepte de trouver une femme qui peut nourrir le bébé. Il est sur le point de quitter la grotte quand Alicia souligne l'évidence. Il ne peut pas simplement entrer en ville dans sa forme actuelle, parce qu'il terrifie tous ceux qu'il a vus.
Alicia propose alors de prendre le bébé elle-même, mais Clévitas refuse de laisser l'enfant sortir de sa vue. Donc, au lieu de cela, il se transforme en la forme d'un garçon humain. Alors que son déguisement est assez convaincant, ses 9 queues brouillent encore derrière lui. Il tire rapidement la queue dans une ombre en dessous, mais une petite corne reste sur sa tête. Ne pas remarquer le corps, Clévitas est satisfait de son déguisement. Et Alicia décide judicieusement de ne pas dire un mot à ce sujet. Avant qu'ils ne partent, Clévitas décide qu'ils ont besoin de noms. Il choisit Clint pour lui, et donne au bébé le nom Luna. Ce n'est qu'alors qu'il prend la peine de demander à Alicia quel est son nom, et elle lui dit enfin. Après cela, ils se dirigent tous vers une petite rivière à proximité. Une fois là-bas, Alicia prend le travail de baignade. Au milieu de ça, Glenn l'interrompt constamment, mais elle continue de continuer jusqu'à ce que Luna finisse par faire pipi dans son visage. Glenn ne manque pas une chance de critiquer, agir comme la belle-mère la plus ennuyeuse du monde. Il nitpique tout ce qu'elle fait. De la façon dont elle lave le bébé à la façon dont elle l'enveloppe, même en soulignant sur les endroits où elle devrait se concentrer pendant le nettoyage. Une fois qu'Alicia est terminée, elle est épuisée, mais Glenn pense en fait que les insectes de caca ont fait un meilleur travail qu'elle ne l'a fait. Il quitte la rivière et se dirige vers l'ancien camp d'Alicia, seulement pour le trouver vide. Alicia explique que son groupe a caché leurs objets de valeur ailleurs. Avant l'attaque, ils sont partis pour la cachette, mais Clint l'a fait s'arrêter pour se nettoyer d'abord parce qu'elle pue. Il lui tend aussi les vêtements sales du bébé et lui dit de les laver. Aussi en faisant ça, Alicia remarque la crête de la peau, et Heinz, famille royale sur le tissu. Et elle se rend compte que le bébé est en fait la royauté. En même temps, dans les ruines du château, un soldat solitaire traverse l'épave à la recherche de survivants. Il est choqué par la dévastation laissée par le Seigneur des Ténèbres, et se souvient que la princesse de la couronne avait prévu d'échapper au royaume avec son enfant, avant que le désastre ne frappe. Il maudit la folie du roi pour détruire le royaume, mais s'accroche toujours à espérer que quelqu'un s'est fait vivre vivant. Entre-temps, le général Drell et ses hommes étudient les restes du royaume de Hybmian. Drell ordonne rapidement à un de ses soldats d'informer l'empereur, avertissant que s'il ne revendique pas le terrain maintenant, une autre course les battra. Il s'intéresse principalement au secret de l'artisanat psique, une technique connue uniquement de la famille royale de Haydin. Alors qu'il revient pour rassembler son armée, il raconte son second commandant, Ménard, pour chasser les survivants avec du sang royal, et les apporter directement, de retour avec notre famille heureuse. Nous voyons Alicia affronter Clint, rancer le tissu à Crète, et l'accusant d'avoir kidnappé un enfant avec du sang royal. Clint est stupéfait d'entendre ça. Parce qu'il ne savait pas honnêtement, il dit à Alicia que quelqu'un qui ressemblait exactement à la forme humaine qu'il utilise maintenant, était celui qui lui a tendu l'enfant. Alicia n'achète pas son histoire pendant une seconde, mais Clint la coupe, et admet qu'il a tué le roi. Parce que le roi l'a attaqué en premier, il avertit que maintenant beaucoup de gens chercheront l'enfant. En espérant obtenir le secret de l'artisanat arcane, maintenant qu'il sait que l'enfant est royal, Clint est déterminé à l'élever en tant que roi, planifié de contrôler les choses dans les coulisses. Alicia ressent un froid, parce qu'elle a peur par l'idée que Clint pense à Luna comme son serviteur. Elle se demande soudainement si en révélant la véritable identité de Luna, elle n'a fait qu'aggraver les choses. Clint interrompt alors ses pensées, lui rappelant qu'ils ont encore besoin de trouver une femme avec du lait pour nourrir le bébé alors qu'ils partaient. Alicia essaye de se rassurer que les humains n'accepteraient jamais Glenn. Surtout les cornes qui sortent de sa tête. Mais alors elle se souvient que les orgites ont des cornes similaires, ce qui pourrait permettre à Glenn de se fondre facilement. Alicia est toujours convaincue que les humains finiront par le comprendre et arrêter tout ce qu'ils prévoient. En même temps, elle se rend compte à quel point Clint est obsédé avec Luna, et l'idée que Luna soit blessée ou perdue la terrifie. Donc à partir de ce moment, Alicia décide qu'elle doit faire tout ce qu'elle peut pour protéger Luna, peu importe quoi ou l'humanité disparaîtra. Sur la route, le groupe est soudainement attaqué par des bandits. Le premier coup atterrit carré sur la tête de Glenn. Alicia suppose que les bandits ordinaires ne devraient pas être un problème pour le Seigneur des Bêtes Noires, mais à son choc, Glenn s'effondre au sol. Saignement fortement paniqué, Alicia crie comme une fille ennuyeuse. Seulement pour être frappée derrière elle, la frappe est froide, elle est stupéfaite par la faiblesse qu'elle est faible, même avec la magie noire de l'intelligence en elle. Quelque temps plus tard, Alicia se réveille momentanément désorientée, comme si elle était entourée de ses propres soldats, en mission d'attaquer Clévette. Mais avant qu'elle ne puisse se mettre à l'aise dans sa rêverie, Glenn lui claque pour se réveiller. La réalité s'installe, ils ont tous deux été capturés par les bandits, et Glenn sourit à ce sujet. Il remarque qu'ils sont tous fourrés dans le bandit. Chariot merdique, emballé plus fort qu'une boîte de sardines, avec un tas d'autres pauvres salauds qui ont également été capturés. Et d'une manière ou d'une autre, Clint est juste refroidi avec Little Luna, dormir paisiblement dans ses bras, un sourire stupide enlacé sur son visage. Cela fait monter en flèche l'anxiété d'Alicia. Elle jette un coup d'œil à Luna dormant tranquillement, et demande à Clint comment diable il a réussi à calmer l'enfant. Clint répond que Luna pleurait bien plus tôt. Mais grâce au doux balancement de la voiture, elle est calme maintenant. Alicia pousse son chemin devant les autres captifs misérables, jusqu'à ce qu'elle soit assez proche pour chuchoter brusquement à Glenn, exigeant de savoir pourquoi il le badass Legendary Demon King.
se laisser se faire prendre si facilement. Elle pense que sa rénovation soudaine a dû l'affaiblir tellement qu'un connard aléatoire l'a assommée avec un seul coup. Clan glousse, en admettant qu'elle a presque raison. Apparemment quand il s'est transformé en ce cul-maigre humain déguisé. Cela a accidentellement rendu son corps aussi fragile qu'un putain de cure-dent. Il n'a pas vu ça venir, alors quand quelqu'un pas cher lui a tiré dessus par derrière, il s'est éteint immédiatement. Essentiellement, son système de défense naturelle est maintenant aussi efficace qu'une serviette mouillée. Mais heureusement il peut toujours mettre ses défenses s'il a vraiment besoin de... Alors Alicia se demande pourquoi Clint n'a pas encore éclaté les culs. Clan explique calmement que puisqu'il est maintenant sous couverture en tant qu'humain, il a l'intention de garder les pouvoirs du roi démon du badass sous les wraps, jusqu'à ce que Luna soit assez vieille pour hériter du trône. En plus il veut vraiment laisser les choses se dérouler, alors il peut en savoir plus sur les humains, en particulier, pourquoi ces schmucks innocents ont été kidnappés en premier lieu. Alicia le regarde comme s'il était un idiot, avant d'expliquer franchement à son cerveau sans aucune idée, qu'ils ont évidemment été capturés par des bandits, qui prévoient probablement de vendre leurs ânes malchanceuses aux commerçants d'esclaves. Quoi qu'il en soit, elle demande rapidement à Clint de ne pas juger tous les humains, basés sur ces scumbags voleurs, parce que les bandits sont littéralement le bas du baril de l'humanité, peu de temps après que le chariot s'arrête sur la base délabrée des bandits. Et ils sont immédiatement divisés en deux groupes, des hommes d'un côté, des femmes et des enfants de l'autre. L'un des captifs fait soudainement une course pour, clairement en marre de ces conneries. Alors Dagarn, l'un des leaders de bandits, regarde l'idiot sprinter, Smirking Sougli, en sachant que le gars vient de signer son propre mandat de mort. Effectivement, un autre bandit lance un poignard avec désinvolture au gars en fuite, l'empalant directement dans le dos, et le laissait tomber plus vite qu'un sac de pommes de terre. Avec ce crétin en permanence hors de commission, Dagron avertit calmement la viande fraîche restante. Ne pas essayer quelque chose de similaire. À moins qu'ils ne veulent aussi une lame décorer leur colonne vertébrale. Que son attention se déplace directement vers Alicia. Il lui ordonne de le suivre. Et avant qu'elle ne puisse même protester, il la traîne grossièrement vers sa chambre. Déterminée à aller au fond d'elle, Melon Glen se tient alors de manière incertaine jusqu'à une femme nommée Karma, qui semble être en charge de la manipulation, la section des femmes et des enfants, de cette belle opération de traite des êtres humains. Remarque qu'il espère repérer Luna dans ses bras. Karma appelle son serviteur Nero, dont le travail désordonné est essentiellement la garderie pour les nourrissons enlèvements. Alors, nous apprenons que la cachette des bandits est située dans une carrière abandonnée. Et profondément, au bas de cette fosse de cul sommaire, se trouve une mystérieuse piscine d'eau, et tout en bas de cette piscine se trouve une lame rouge légendaire. Bien sûr, c'est gardé par quelque chose de méchant comme l'enfer. Probablement un monstre assez fort pour déchirer le visage de quiconque de toute façon. Il s'avère que Dagarn n'est pas exactement le fluage que je pensais qu'il était, parce qu'il traîne juste Alicia directement à Froco. Le connard jouant actuellement le leader des Crows, à la place du vrai boss Zozak. Apparemment Rocco a organisé un petit coup d'état, volé la position du chien supérieur, et personne n'est assez stupide pour se plaindre depuis sa bête de compagnie Betty, est une machine de meurtre littérale, capable de transformer n'importe qui en bœuf haché. Alicia reconnaît immédiatement Betty comme un démon occidental vicieux, et est stupéfait qu'un idiot comme Rocco ait réellement réussi à l'apprivoiser. Rocco discute avec désinvolture avec Betty, qui se plaint qu'elle s'ennuie, et veut jouer avec un gars humain. Avec un sourire tordu, Rocco lui dit de céder dans l'un ou l'autre du bandit malchanceux. Des crétins qui ont amené Alicia. Mais avant que Betty ne choisisse son jouet matin malchanceux, Rocco révèle enfin pourquoi il a convoqué Alicia. Évidemment, ces hommes de main ont arraché les cristaux magiques qu'Alicia a attrapés de Clean Scribe, et Rocco sait exactement qu'ils sont du Mont Moon. Le repère de Big Bad Clevates. Considérant cela plus le fait, Alicia ne s'est pas immédiatement expédiée à la présence de Betty. Rocco déduit qu'elle est l'un des 13 héros de Hayden. Envoyer une mission suicide pour éliminer les Clevatas. En supposant qu'Alicia était retournée à Hayden chargée de ses cristaux, Rocco décide de laisser tomber une bombe. La capitale royale de Hayden a déjà été anéantie par Clevatas, mais cette petite apocalypse, ce n'est pas exactement une mauvaise nouvelle pour les affaires tordues de Rocco. Il clignote fièrement une épée rougeâtre affirmant que c'est une lame itarite de mana, qui ne se cache et ne savent que la royauté. Bien sûr l'épée de Rocco est faker qu'un billet de 3 $, et les corbeaux ont arnaqué les gens à gauche et à droite, avec ces imitations. Maintenant que toute la famille royale s'est officiellement déconnectée de façon permanente, le prix de ces téléphonages, Mana Itarite Swords, est devenu extrêmement précieux. C'est un enfer d'un programme de maquillage, si le cul gourmand de Rocco n'est pas satisfait, parce qu'il est après quelque chose encore plus grand. Le plus pur, les épées hydrettes légitimes conçues personnellement par les rois d'Hydra, et remis exclusivement à leurs héros. Rocco assume avec confiance. Tous les autres héros ont déjà eu leur cul. Je leur ai remis par Clevetus. Accusé Alicia d'avoir abandonné son équipage pour sauver sa propre peau, il demande à Alicia Spill là où est sa propre arme. Plus les armes de ses 12 coéquipiers dissous, Alicia reste obstinément silencieuse. Pisser Rocco encore plus. Donc, il ordonne à Dagarn et Satch de lui ramener le cul dans le repère de Cliftes. Pour trouver ces précieux trésors. Dogar montrant une rare étincelle de cerveau. Suggère peut-être, ce serait plus intelligent d'avoir Alicia Chase après un autre trésor. Ils ont regardé, mais Rocco s'en tient à ses armes. Insister sur le plan d'origine avant de les envoyer.
Rocco dit à Degar et Satch qu'ils sont libres de se réchauffer avec Alicia. Cependant ils aiment s'assurer qu'elle ne causera pas de problème pendant le voyage. En même temps, Clint s'est retrouvé à travailler comme serveur de la petite auberge de merde. Dirigé par Karma en regardant les bandits essayant de flirter avec le karma, fait du nettoyage en silence, se demandant vraiment comment ces salauds louches parviennent à exister, sans combustion spontanément de leur propre shitness. D'un autre côté, Nero est occupé à nourrir Luna son lait légendaire, tout en doublé en tant que serveuse, et malheureusement les clients abusent constamment de l'enfer d'elle. Glenn sert patiemment de la viande à ces voyous à faible vie. Impressionner les idiots avec son comportement étrangement obéissant, Karma cependant se sent mal à l'aise autour de Glenn. Tout le monde ici suppose juste qu'il est une sorte d'ogre à cause de ses cornes, mais sa peau pâle et sa glace froide, le regard de tueur, ne correspond pas tout à fait à ce profil. Soudain, deux bandits particulièrement dégoûtants décident de harceler Naru, la traîner dans un endroit privé pour leur divertissement torsadé. Ils passent toute la nuit à la torturer, la laissant meurtrie et battue, mais Naru reste silencieux endurant silencieusement les abus, et une fois que ces scumbags sont enfin terminés, elle boite tranquillement dans l'auberge pour nourrir à nouveau Luna. Comme rien ne s'était passé quelques instants plus tard, les deux mêmes salauds qui brutalisent Nero commençaient soudainement à se sentir étourdis et faibles comme l'enfer. Avant même de réaliser ce qui se passe, ils disparaissent directement de l'existence. Il s'avère que Clench était derrière leur départ brutal, servant tranquillement une justice glacée pour Nero. Quand Naru revient à Luna, elle trouve l'enfant en toute sécurité dans les bras de Clint. Totalement ignorant de ce qu'il vient de faire à ses bourreaux, sa seule préoccupation est de nourrir à nouveau Luna. Alors elle prend le bébé et la porte doucement dans un hangar à proximité, pour la soigner en paix. Clint la suit tranquillement à l'intérieur et s'assoit à côté d'elle. Demandez à Naru de lui parler d'elle-même. Il est curieux de savoir si elle fait réellement partie de ces connards corbeaux, et quel est exactement leur accord. Nara hésite une seconde, incertain de comment expliquer, mais Clench l'encourage doucement à continuer à parler. Insister sur le fait qu'il est vraiment intéressé à entendre son histoire, et rien de plus, Nero commence tranquillement à renverser sa trame de fond tragique, révélant qu'elle a passé toute sa vie misérable, coincée dans ce trou de merde, sans identité au-delà d'être membre du gang Crows. Elle n'a jamais connu son père, et ne se souvient que vaguement de sa mère. Enfant, tout ce qu'elle a jamais vu était le dos de sa mère, et elle a appris tôt que sa mère n'était essentiellement qu'un serf. Ayant aperçu des gens cruels qui la traitent mal, quand elle avait 12 ans, sa mère a soudainement disparu sans trace. Nero n'a jamais découvert si sa maman est morte, ou juste boulonnée pour échapper à cet enfer, mais elle a rapidement appris de quoi sa mère l'avait protégée. La même nuit que sa mère a disparu, alors que certains des corbeaux ont pris d'assaut sa chambre pendant qu'elle mangeait, et l'a gravement blessée à partir de ce moment-là. La vie s'est transformée en un cauchemar implacable. Les hommes vicieux l'ont giflée quotidiennement, la traitée pire que le bétail. Jusqu'à ce que Karma finisse par intervenir, Karma a eu pitié de Nero, expliquant chaleureusement que si elle apprenait à les rendre heureux, il pourrait en fait la laisser seule un peu. Cette nuit-là, Nero a décidé de suivre les terribles conseils de Karma, et a commencé à apprendre à faire ce qu'elle avait pour survivre. Même si elle savait qu'elle ne pouvait jamais égaler le niveau de Karma, sa vie s'est légèrement améliorée. Au moins maintenant, elle avait du travail et pouvait nourrir des nourrissons comme Luna, merci à son approvisionnement en lait inhabituellement abondant. Donc, d'une manière tordue, elle se sentait satisfaite. Glenn interrompt soudainement, confond l'enfer. Demandez franchement comment diable elle a du lait sans enfant. Nero admet tranquillement qu'elle était enceinte une fois, mais cela s'est terminé par une mortinescence tragique. Le bébé qui bouge en elle était la seule chose qui le gardait sain d'esprit. Mais quand les sages-femmes lui ont dit que l'enfant était mort, elle a coulé dans un désespoir gelé. Honnêtement, elle était tout à fait d'accord pour décéder, pensant qu'elle pourrait au moins retrouver son enfant perdu de l'autre côté. Mais juste comme elle était prête à lâcher prise, elle a soudainement senti de la chaleur à nouveau. Ses yeux se sont ouverts pour voir un bébé aléatoire de 6 mois. Sucer désespérément son melon. Essayer de survivre. Voir ce petit étranger se battre si dur pour vivre, lui a donné un nouveau but. Elle a ramassé le bébé, l'a nourri, et a trouvé un nouveau sens dans sa misérable existence. Depuis lors, elle a nourri d'innombrables autres enfants, qui se sont retrouvés à la base du corbeau, chacun lui rappelant que sa vie avait de la valeur. Elle avoue qu'elle a même essayé 2 fois plus pour avoir des enfants, mais les 2 temps se sont terminés par chagrin. À présent, Clance en avait assez de cette histoire, SOB, lui disant frappé de se taire déjà, et de nulle part, il demande à Naru si elle veut le suivre comme infirmière mouillée personnelle de Luna. Il insiste sur le fait qu'il n'essaye pas de la prendre ou quoi que ce soit de bizarre, mais il ne peut pas non plus penser à une putain de raison de ne pas l'avoir amenée. Plus Luna l'aime clairement, donc, cela le sauverait certainement de faire face aux pleurs de Luna, les crises de colère, en faisant une victoire totale pour lui. Luna tape doucement Naru comme si elle l'exhortait à venir avec eux, et Glenn répète franchement son offre. Il demande si elle préfère devenir l'infirmière humide personnelle de Luna, ou elle préfère rester ici, s'utiliser et blessée par ces bandits sales. N'hésite jamais. Elle sait très bien que c'est une opportunité une fois dans sa vie, mais pour autant qu'elle sache, Clint n'est qu'un autre esclave, et l'attelage de ses espoirs se sent à court terme comme l'enfer. Elle admet tranquillement qu'elle souhaite que les choses soient différentes, mais dit à Glenn qu'elle ne peut pas l'accompagner. Elle explique doucement
que tant qu'il est esclave aussi, elle ne peut pas avoir confiance qu'il pourra la protéger. De plus, il y a beaucoup d'autres enfants impuissants ici, qui dépendent d'elle pour la survie. À contre-cœur, elle remet Luna à Glenn, leur donne un dernier regard triste, et s'éloigne tranquillement. Pendant ce temps, les connards bandits traînent Alicia vers un pont de cul sommaire, et la forcer à sortir dessus. À mi-chemin, elle s'arrête et regarde. Faire rire les bandits. Ils l'avertissent moqueusement. Se sauter de cette hauteur serait un billet rapide, directement en enfer. Mais Alicia regarde en fait autre chose. Des gemmes brillantes reposant au fond de la rivière en dessous. Elle reconnaît instantanément l'endroit, et marmonne l'incrédulité, avant que les bandits ne confirment joyeusement. C'est l'endroit exact où le héros légendaire. La guerre du cordon a mordu la poussière. Un courageux désespérément captif avance, affirmer qu'il plongera et récupérera ce que veulent les bandits, s'ils le laissent juste, et sa femme. Sa femme le demande frénétiquement. Rappelez ces scumbags qu'ils ont promis de les libérer. Mais dès que le pauvre gars plonge dans l'eau, des créatures monstrueuses émergent, et le déchirent immédiatement en lambeaux. Quitter la femme hurlée comme un enfer. Alicia fait grimper ses dents. Connaître très bien ces salauds mensonges ne prévoit jamais de libérer le gars. Elle se rend compte avec la crainte que cet endroit est fondamentalement l'enfer sur Terre, infesté d'Arvensis, des monstres horribles qui ont inondé leur monde il y a 300 ans. À l'époque, les gens avaient au moins un terrain solide pour se battre, mais même la guerre du cordon, le héros le plus fort de son temps, je ne pouvais pas gérer ces créatures cauchemardesques. Son épée légendaire, le séparateur de flux, reste dans cette rivière maudite à ce jour, et maintenant ces salauds gourmands veulent quelqu'un de stupide. Assez, pour récupérer l'épée, même si c'est clairement impossible. Furious Alicia appelle les bandits pour être des scumbags complets. Sachant très bien, ils ont délibérément envoyé le pauvre gars à sa mort. Sans même prendre la peine de lier correctement sa corde, ils se reprennent en lui rappelant qu'elle n'est pas là pour leur donner des conférences. Et le salaud qui va la discipliner, attend déjà. Alicia se tourne pour voir la mangeoire dégoûtante du voyou sauter sur son pont, ouvertement à elle, et à fantasmer bruyamment pour la éliminer. Mais avant que Fido ne puisse même poser un doigt sur elle, Alicia brise soudainement une des siennes, les mains pour glisser librement, arrache l'épée de lui comme un putain de boss, tranche à travers les cordes de pont, et saute dans les airs. Alors qu'elle tombe vers le sol en dessous, elle marmonne dans son souffle, espérant désespérément que Clint n'était pas des conneries. Quand il lui a assuré qu'elle ne mourrait pas, le gang regarde ensuite le réglage de la panique. Et quand il repère le corps sans vie d'Alicia, et il réalise de toute urgence, elle était leur seule conduite à localiser la perte de 13 armes insignifiantes. Au même moment sur le sol ci-dessous, Alicia réveille sa malédiction d'immortalité placée par Clevedas, la ramener à la conscience. Bien qu'elle ne puisse pas mourir à cause de la malédiction, il n'accorde aucun pouvoir régénératif, la laissant complètement immobilisée du coup, sans aucune idée de comment procéder. Chaque os de son corps se sent brisé, et une perte de sang substantielle lui rend impossible de se déplacer seule. Elle sait que rester inconnue par les bandits est crucial. Alors elle a désespérément des difficultés, jusqu'à ce que son sang renversé commence à flotter vers le haut, invoquant Clend pour apparaître devant elle. Surpris par la forme inhabituellement petite de Glenn, Alicia apprend que sa taille actuelle est due à sa manifestation de la magie du sang qui soutient son immortalité. Glenn explique que ce sang magique est essentiel à sa survie. Si elle saigne complètement, elle mourra vraiment. Mais si Alicia continue de s'avérer utile, Clint promet de reconstituer tout son sang, permettant à son corps de guérir complètement les blessures. Soulagé par cette assurance, mais remarquez, Clint n'a pas encore commencé la guérison. Alicia demande pourquoi il hésite. Clan lui assure qu'il va la guérir, mais il a d'abord besoin de son aperçu de quelque chose. Il a récemment identifié Naru comme candidat idéal pour servir d'infirmière humide de Luna, malgré Clint, même avec ses sens démoniaques, reconnaître les mauvais traitements sévères que Naru souffre ici. Quand il lui a offert une chance et s'échapper à une vie bien meilleure en tant que gardien de Luna, elle l'a refusé de manière choquante. Clint cherche à comprendre pourquoi Naru a rejeté une telle proposition bénéfique. Alicia Sermisnero considère probablement le clan comme impuissant, un esclave incapable de réaliser ses promesses. Les groupes de bandits comme les leurs ne laissent jamais volontiers quiconque traquer sans relâche les évadés. Ayant grandi dans un environnement si dur, Nero croit probablement que la liberté est un rêve impossible. Glenn demande à Alicia s'il y a une solution à ce problème, et Alicia suggère que l'option la plus simple serait d'éliminer tous les bandits de la base. Sans que personne ne poursuive la poursuite après Naru, elle serait beaucoup plus encline à accepter la proposition de Glenn. Alicia souligne qu'avec l'immense pouvoir de Clint, essuyer l'ensemble du groupe de bandits devrait être facile. Mais Clint refuse d'inquiéter d'attirer l'attention indésirable. Il ne peut pas se permettre de révéler son absence de la montagne redoutée. D'autres pourraient saisir l'opportunité d'attaquer le territoire de la manivelle. Au lieu de cela, Glenn insiste sur le fait qu'Alicia devrait le gérer. Raisonner, ce ne serait pas inhabituel pour un héros comme elle. Pour éliminer un groupe de bandits pendant son voyage, Alicia tente de se disputer, mais Clint interrompt et insiste sur le fait qu'elle accomplit la tâche immédiatement, inonder son corps de sang infusé de magie, pour restaurer sa force,
Peu de temps après, les bandits sont arrivés au fond de la grotte, pour localiser le corps d'Alicia. Ils sont horrifiés de voir son corps à contorsionner anormalement. Les os se remettent en position et les tissus réparés rapidement. Soumettre Alicia à une douleur inimaginable. Finalement, son corps guérit complètement, la laissant complètement restaurée. Les bandits sont étonnés par sa survie, mais changent rapidement leur concentration, croyant qu'ils peuvent toujours forcer Alicia à les guider vers les 13 insignes. Conscient de son statut de héros, ils continuent avec prudence, mais se sentir confiants en leur nombre. Un mangeur bandit charge bêtement à l'avance seul, frappant l'épaule d'Alicia. Cependant, par rapport à sa récente agonie, ce coup est insignifiant. Alors Alicia saisit rapidement son bras, offre un coup de poing puissant à son visage, et revendique son épée et son patch pour les yeux. Malgré sa réticence à se battre, elle reconnaît les bandits comme des menaces irrémédiables, qui doit être éliminée avec Alicia manipulant les bandits. Clint se concentre maintenant sur la localisation de Meru et la convaincre que l'évasion est vraiment possible. En attendant, Meru retourne à la taverne, accueilli par un Karma inquiet. Karma exprime sa préoccupation concernant les abus constants que Naru perdure. Frustré par sa propre incapacité à arrêter les bandits, Naru apprécie profondément la gentillesse de Karma, mais reconnaît la charge de travail qui les attend. Inciter le Karma à demander doucement à Naru de commencer à laver la vaisselle. Karma voit Naru semble inhabituellement gay pour quelqu'un qui vient de se faire mal, et demande tranquillement si quelque chose de bien lui est arrivé. Mary hésite, ne l'appelle pas exactement, mais admet que cela l'a rendue heureuse. Elle demande curieusement à Karma si elle sait quelque chose sur le monde extérieur. Attraper complètement le Karma au dépourvu, parce que Mary n'a jamais montré de l'intérêt pour ce sujet auparavant. Karma se demande prudemment pourquoi Naru voudrait savoir, alors Naru explique timidement. Elle est née dans ce camp, et n'a aucune idée de ce que c'est. Mais le Karma a été amené ici. Ce qui signifie qu'elle doit avoir des histoires à partager. Karma reconnaît tranquillement qu'elle connaît le monde extérieur, mais admet que ce ne sont pas des souvenirs agréables. Comme la plupart des femmes qui se sont retrouvées ici, leurs maisons ont été détruites, ou ils n'ont tout simplement jamais eu de maison en premier lieu. Faire de leur vie passée quelque chose dont ils discutent rarement. Curieux et un peu inquiet, Karma demande pourquoi Naru se soucie soudainement de l'extérieur. Alors Naru répond innocemment que quelqu'un a demandé si elle voulait partir. Karma instantanément furieux lui gifle la merde, et la gronde durement de dire quelque chose de si dangereux à haute voix, surtout avec des bandits qui traînent toujours autour de la taverne. À ces bandits, ce sont des esclaves jetables, qui peuvent être jetés de côté chaque fois qu'ils ne sont plus utilisables. C'est pourquoi toutes les filles étaient toujours collées ensemble, et cherchaient les uns les autres, et si Naru veut survivre ici, elle ne peut pas se permettre de dire des choses aussi insouciantes comme ça. À ce moment tendu, Rocco entre dans la taverne. Avoir clairement entendu leur conversation, rendre instantanément le Karma inquiet de ce qui pourrait arriver ensuite. Nerveusement, elle essaye d'agir décontractée. Demander à Rocco ce qui le ramène ici, puisqu'il visite rarement la taverne. Rocco répond calmement. Il a entendu dire qu'il y a un bébé autour, et est venu vérifier. Karma met le Naru, lui demandant de dire à Rocco où est Luna. Naru dit avec désinvolture que le bébé était dans les écuries la dernière fois qu'elle a vérifié, et Rocco annonce qu'il va jeter un coup d'œil lui-même. Cependant, tout comme il est sur le point de partir, Rocco ordonne soudain à Nero de venir avec lui, et le sang de Karma est immédiatement froid. Elle peut dire par son ton exactement ce que cela signifie, et ça ne peut pas être bon. Karma essaye désespérément de parler pour Nero. Mais comme elle ne détient aucun pouvoir ici, il n'y a rien qu'elle puisse réellement faire. Étroit sans aucune idée de ce qui l'attend, suit docilement Rocco une fois qu'ils sont partis. Karma claque avec colère ses mains sur la table. Submergé de culpabilité et de frustration, Naru était le seul autour de qui pouvait nourrir les bébés, mais Rocco s'en fichait clairement moins. Karma essaye de se convaincre qu'il ne pouvait rien faire, et se dit amèrement que Naru a apporté ce sort sur elle-même, en parlant ouvertement d'évasion devant Rocco. Mais peu importe combien elle le rationalise, elle ne peut pas secouer la grosse culpabilité en pesant son cœur. À droite, Glenn en transportant Luna. Karma surprenant car elle ne l'avait pas entendu s'approcher. Elle se calme rapidement, en pensant qu'il devait venir pour laisser Luna infirmière. Avec regret, Karma lui dit que Nero a été emmené et ne reviendra probablement pas. Elle déteste ça, mais c'est comme ça que les choses se passent ici. Glenn ne comprend pas ce que le Karma signifie et exige qu'elle clarifie, voyant immédiatement l'intensité dans les yeux de Glenn. Karma se rend rapidement compte qu'il est sérieux pour assurer leur sécurité. En même temps, Rocco guide Neri dans une cage d'escalier cachée, dans une zone dont elle ne savait pas exister. Malgré avoir passé toute sa vie dans ce camp, Naru est fasciné. Comme l'explique Rocco que ces tunnels faisaient autrefois partie d'un énorme minerai magique. Les minerais magiques ont des tonnes d'applications. Même une lampe Rocco porte est alimentée par des minerais magiques, mélangés avec de l'huile d'insecte pour créer sa flamme. Avant de se transformer en bandit, Rocco a passé beaucoup de temps à rechercher des minerais magiques, et comment les mélanger avec différents liquides, pour produire des effets uniques. Et comme il le mentionne avec désinvolture, Nero remarque les crânes dispersés sur le sol. Mais Rocco, avec un sourire méchant, affirme avec dédain ce n'est que des odorats. L'assurer que ce n'est rien à craindre. Soudain, Rocco éteint la lampe. Plongez le tunnel dans l'obscurité complète.
Naru panique instantanément, le suppliant désespérément de rallumer la lumière. Brocco se conforme calmement, et quand la flamme reflète, Nero est horrifié de découvrir le monstre de compagnie de Betty Brocco. Imposant juste derrière elle, l'air si affamé fièrement. Brocco explique que ses recherches l'ont conduit à un mélange spécial, qui conçoit le contrôle des démons comme Betty. Cette découverte est précisément pourquoi il est maintenant le leader de cette impitoyable bandit gang, et en tant que leader, il peut se permettre de laisser quelqu'un comme Nero vivre, après avoir exprimé ouvertement son souhait de s'échapper. Ainsi, il a décidé que Betty gérera personnellement l'exécution de Néron. La réalité frappe durement Nero, alors que la peur le traverse, et elle essaye frénétiquement de s'échapper. Donc Rocco donne froidement la commande à Betty, et le monstre commence rapidement à poursuivre Nero. Alors que Nero trébuche et lutte pour fuir, elle se souvient amèrement de l'offre de Clint. Elle regrette profondément le rejeter, sachant que si elle avait dit oui, les choses auraient pu se terminer différemment. À droite, Nero remarque Clance debout à l'extrémité du tunnel. Tenir Luna et son cœur se brise, comme elle se rend compte qu'elle ne pourra plus jamais s'occuper de Luna. Habituellement c'est exactement quand Glenn la sauve héroïquement. Mais malheureusement, Nero est rapidement dévoré par Betty. Avalé entier, et apparemment parti pour toujours. Luna fondit immédiatement en larmes, après avoir été témoin d'une vue si horrible, mais Glenn la réconforte doucement, expliquer c'est simplement ainsi que le monde fonctionne. Les bêtes magiques doivent aussi manger, donc blâmer Betty est inutile. Si quelqu'un est en faute c'est Glenn lui-même pour arriver trop tard. Il est vraiment frustré de perdre quelqu'un d'aussi précieux que Naru. Mais il n'y a rien qu'il puisse faire maintenant, le clan déplace alors calmement son attention vers Rocco. Perplexe à la façon dont un fier troll des forêts occidentales pourrait jamais servir un faible granin avec un visage dent-dentaire comme lui. Brocco est complètement stupéfait par l'audace de Glenn pour l'insulter, à un moment comme celui-ci. Il a également déconcerté comment Glenn a même atteint cet endroit, mais finalement ça n'a pas d'importance. En colère, il ordonne à Betty de consommer Clint également, mais Betty refuse de se déplacer choquant. Brocco regarde son monstre habituellement obéissant. Pour être rencontré avec une vue qu'il n'a jamais vue auparavant, Betty tremble dans une pure terreur. En fait elle a tellement peur, qu'elle vomit involontairement Naruto, qui émerge gravement brûlé par l'acide gastrique, et manqué à la fois un bras et une jambe. Malgré les blessures et les défigurations horribles, Nero s'accroche en quelque sorte à la vie, sans hésitation. Clance neutralise rapidement l'acide couvrant le corps de Nero, et place doucement Luna à côté d'elle, le laisser offrir du réconfort pendant ces derniers instants. Il alors envoie discrètement une de ses ombres pour transporter tranquillement les deux Luna, et le Naru gravement blessé. Tandis que Rocco est distrait. Quand Rocco se retourne pour affronter Clint à nouveau, il est tout à fait choqué de découvrir que Luna et Naru ont disparu. Confus et enragé, Rocco suppose que Glenn doit avoir utilisé une certaine forme de magie, mais assez amusant. Glenn lui-même n'a absolument aucune idée de ce que la magie signifie même. Rocco suppose que Glenn prétend ne pas savoir ce qu'est la magie, parce que la magie est la seule possible explication pour toutes les choses étranges qu'il a faites. Essentiellement, la magie implique de mélanger les pierres magiques avec d'autres ingrédients étranges, pour créer des effets spéciaux. Par exemple, ce médicament bizarre caché dans le manteau de Rocco est fabriqué à partir de pierres magiques, quelques herbes rares, et les larves d'une méchante mouche parasite. Quand quelqu'un l'inhale, il devient stupide comme l'enfer, sauf Rocco lui-même évidemment. C'est exactement comme ça qu'il a rendu Betty si obéissant en premier lieu. Sans hésitation, Rocco jette le médicament dans le feu, provoquant une vapeur à se propager rapidement dans l'air. Le moment que Betty l'inhale, son esprit devient vide, et elle charge directement à Clint, dans une frénésie de rage alimentée. Le corps humain fragile de Clint est frappé comme une poupée de chiffon, puisqu'il ne peut pas accéder pleinement à son vrai pouvoir sous cette forme, pendant qu'il vole dans l'air, rebondissant douloureusement sur les murs de la grotte. La seule chose qui coule dans sa tête est à quel point il est furieux à Alicia, pour ne pas l'avertir de toute cette chose magique. En parlant d'Alicia, elle est actuellement occupée à couper à travers des bandits, comme ils sont de la viande à prix réduit, en ayant déjà laissé tomber 8 d'entre eux. Malheureusement, il reste encore une foule à traiter, et l'épée bon marché qu'elle a glissée du premier bandit, a déjà cassé en deux. Elle se rend compte qu'elle aura besoin d'une arme bien meilleure, si elle va terminer tout ce gang. Alors elle fait une pause pour la partie inondée de la grotte. Environ 50 bandits en colère la poursuivent toujours. Et même si elle est immortelle, l'épuisement est un problème très réel. Si son énergie s'épuise avant que les bandits ne le fassent, elle a sérieusement foutu Alicia, enfin. Atteint la zone inondée, mais il y a déjà un paquet de monstres affamés nageant à la surface. Prête à grignoter sur son seau en justice serait un suicide. Alors à la place, elle se précipite sur l'échafaudage en bois, pour tirer autant de bandits après elle. Une fois qu'un grand groupe l'a suivi, Alicia tranche rapidement les cordes tenant l'échafaudage ensemble. Envoie des bandits hurlants s'écraser dans l'eau en dessous. Avec autant de bandits qui se précipitent soudainement dans l'eau, les monstres perdent la tête et commencent à les déchirer. Profiter d'un buffet complet. Pendant que tout le monde est occupé à manger, Alicia se cache à l'intérieur d'un baril voisin. Puisque suffoquer à mort n'est pas un problème pour elle, elle attend patiemment alors que le baril s'enfonce dans les profondeurs. La ramener en toute sécurité au fond du lac. Exactement là où l'épée légendaire attend.
Mais en réalité, à retenir son souffle tout le long, s'avère beaucoup plus difficile qu'Alicia ne l'avait prévu. Et très bientôt la pression écrasante et le manque d'oxygène angoissant commencent à lui donner un coup de pied. Exactement comme elle craignait, son corps est engourdi sous la pression implacable de l'eau. Et même si elle sait qu'elle est immortelle et ne se noie pas ici, se forçant à ignorer cet instinct écrasant pour revenir à la surface est une pure torture. Après ce qui ressemble à une éternité, elle brise enfin contre le sol, trébuchée du baril, dans un étourdissement désorienté. Instantanément, la lueur cramoisie de l'épée légendaire attire son attention, brillant légèrement dans l'obscurité, et elle se traîne immédiatement vers elle. Malgré ses muscles qui hurlent de l'épuisement, Alicia sait bien d'Anne qu'une fois qu'elle a attrapé cette épée, elle gagnera une puissance massive, et se transporter hors de ce trou de sel. Mais juste comme elle est sur le point de l'attraper, un énorme œil rouge sang s'ouvre directement devant son visage. Et ce n'est qu'alors que fait l'aube sur Alicia, qu'elle n'est pas vraiment debout sur le lit du lac, mais juste sur le putain de retour d'un monstre colossal, qui vient de se réveiller grâce à son atterrissage maladroit. L'énorme bête commence à se lever de son sommeil, jeter Alicia, comme une poupée de chiffon dans les courants violents. Il la frappe que cette abomination est exactement pourquoi le héros légendaire a mordu la poussière ici. Mais, elle n'est pas sur le point de perdre sa concentration, maintenant frénétiquement. Elle se précipite une fois de plus vers l'épée, désespérée de saisir sa poignée, mais à ce moment-là, l'énorme créature ouvre sa bouche caverneuse, crée une puissante aspiration qui menace. Alicia ne peut pas combattre l'attraction folle, mais à la dernière seconde possible, elle parvient à arracher l'épée. Tout comme le monstre serre ses mâchoires fermées sur son bras. Épinglée douloureusement entre ses dents déchetées, Alicia invoque une vague de force brute, de la puissance fidèle du flashback, rage alimentée, et avec un cri sauvage, elle brise la mâchoire du monstre. Enfin libre, elle regarde furieusement dans l'œil brillant de la bête, alors que l'épée légendaire commence à monter avec le pouvoir dans ses mains. Sans manquer une seconde, elle le balance vicieusement, activer sa capacité de manipulation d'eau, se lancer en avant à une vitesse boursouflée. Le gigantesque monstre donne immédiatement la poursuite, et Alicia ne peut toujours pas vraiment envelopper sa tête, le fait que quelque chose qui flippait massif existe réellement ici. Elle pense que ce cauchemar doit être l'un des anciens, bêtes terrifiantes des âges sombres, qui ne fait plus de mal déranger pendant des milliers d'années. En règle générale, ces monstres légendaires restent cachés, dans les coins les plus inaccessibles du continent, mais ce trou du cul particulier s'est apparemment réveillé, merci au site Arcane Mining Humans ici, et ruiné son sommeil de beauté. Tout en traitant toute cette folie, Alicia voit enfin la surface approcher. Mais les plus petits monstres qui se cachent là-bas, la remarquent aussi. Elle est douloureusement consciente qu'elle aura besoin d'oxygène immédiatement, si elle aura une chance de gagner ce combat foiré, mais ces petits salauds affamés bloquent déjà son chemin. Avec une balançoire rapide de son épée, Alicia se propulse vers le haut, tranchant brutalement l'une des bêtes en deux, et enfin violer la surface de l'eau. Les bandits regardent une incrédulité absolue, perdre complètement leur merde, à revoir Alicia vivant, mais avant qu'elle ne puisse même reprendre son souffle, l'énorme monstre sort du lac derrière elle. La vue d'envoie les voyous restant dans une frénésie hystérique, et immédiatement l'ancien déchaîne l'enfer, fouetter ses tentacules massifs et écraser tout sur son chemin. Alicia n'a pas d'autre choix que d'esquiver frénétiquement et de reculer, puisque même ses meilleurs succès grattent à peine la surface de ce géant. Ça la frappe rapidement, que même un héros légendaire comme elle n'a aucune chance réelle, aller en solo contre un monstre de cette échelle folle. Heureusement, l'ancien décide de retirer sa rage sur les bandits de panique. Au lieu de cela, dévorer la plupart d'entre eux instantanément, et la poignée malchanceuse pour échapper à ses mâchoires, finir par les poissons monstres, ne laissant que du chum dans l'eau. Alors Alicia comprend son travail ici est officiellement fait. À ce moment, elle entend la voix de Clint résonner dans sa tête et jette un coup d'œil. Recherche du salaud. Il lui dit rapidement qu'il lui parle par télépathie. Ajoutez que même s'il ne peut pas voir clairement ce qui s'est passé, le bain de sang qu'il sent tout autour signifie qu'elle a évidemment terminé sa mission. Alicia l'explose à travers leur lien mental, le maudire de ne pas l'avoir aidé, quand elle se battait pour sa putain de vie, mais Clint la ferme calmement. Dire qu'il a affaire à son propre spectacle de merde en ce moment. Alicia a du mal à imaginer tout ce qui pourrait déranger quelqu'un, comme un seigneur démon. Mais Clint explique, il fait face à une technique étrange, qu'il n'a jamais rencontrée auparavant, et cette forme humaine qu'il porte suce bien plus que ce à quoi il s'attendait. Il se plaint qu'Alicia, j'ai commodément oublié de lui parler de l'existence de Magic, lui promettant qu'une fois son retour, il la punira en conséquence. Stelly a déjà traité le troll dans un lavage de cerveau, et il se refroidit maintenant sur le corps du troll. Ailleurs, Rocco sprinte désespérément pour sa vie, criant en interne, sur la façon dont Klein s'est avéré être un mage ridiculement puissant, qui a attiré son troll, comme si ce n'était rien. Dans sa panique aveugle, il trébuche sur le corps sans vie de Nero avec le bébé Luna, qui braille à côté. Et dès qu'il voit l'enfant, une idée sinistre apparaît dans son esprit tordu, lui donnant un dernier coup de feu à la récupération de sa situation sans espoir. Entre-temps, Alicia se précipite pour se regrouper avec Clint après avoir obtenu ses instructions, remarquant immédiatement le bizarre, la fumée cramoisie dérivant dans les airs.
Clint, en revanche, remarque rapidement l'épée. Alicia se cache maintenant maladroitement sous un tissu. Elle l'informe sans TE accent aigu qu'elle est sûre comme un enfer, ne jetant pas la lame. Après s'être presque tuée, Clan pourrait honnêtement se soucier moins de l'épée en ce moment cependant, parce que cette étrange fumée rouge est sérieusement gâchée avec ses sens. Il informe irritablement Alicia que, bien que les humains et les animaux normaux ne semblent pas affectés, ça le jette complètement déséquilibré. En tant que seigneur démon, il ne peut pas sentir rien, ses oreilles n'arrêteront pas de sonner, et franchement il est énervé. Clan brosse de frustration disant que s'il revenait à sa vraie forme, il pouvait effacer toute la zone, et effacer cette fumée irritante instantanément, mais il n'y a aucun moyen en enfer, il devient nucléaire avant. Il sait exactement où est Luna. Alicia panique immédiatement, en découvrant que Luna n'est pas avec Clint, mais il la rassure rapidement. Dire que le gamin n'aurait pas dû aller loin? Il exige ensuite que Alicia renverse ce qu'elle sait sur la magie. Elle explique que seule une poignée de personnes peuvent le retirer. En canalisant l'énergie cachée à l'intérieur du site arcane, Alicia admet avec frustration qu'elle s'use personnellement à la magie, malgré une certaine théorie, et Clen l'appelle sens inutile. Alicia explose en déchaînant un torrent de malédiction à Clen. Mais il ignore complètement sa diatribe, et décide qu'ils doivent se déplacer rapidement et localiser Luna et Naru. Reconnaissant qu'il y a une chance que les deux pouvaient déjà être morts, le sang d'Alicia a froid à entendre ces mots effrayants. Et elle demande nerveusement à Clint ce qu'il fait si Luna est vraiment morte. Sans un soupçon d'émotion, il répond qu'il perdrait immédiatement tout intérêt pour l'humanité. Faire réaliser Alicia avec horreur que ce scénario serait le pire cauchemar absolu de l'humanité. Déterminée à sauver l'humanité de la colère de Clint, Alicia commence urgemment à la recherche de Luna, trébuchant rapidement sur une trace de sang frais. Elle demande à Clint si Néron avait saigné, et il le confirme. Alicia devine que Nero se traîne, ou quelqu'un l'attire. De toute façon, ils ne seraient pas allés loin, ce qui signifie qu'ils ont besoin de bouger leur cul en ce moment. Pendant ce temps, Néron est à peine vivant, tenir désespérément sur la jambe de Rocco, avec chaque lampe de force qu'elle a, laissée déterminée à protéger Luna, même si c'est sa dernière putain de souffle. Brocco est complètement énervé, continue à maudire et à donner des coups de pied brutalement à Naru, lui ordonner de lâcher prise, mais elle refuse obstinément. Brocco est désespéré de secouer Nero pour qu'il puisse fuir avec Luna. Depuis plus tôt lorsqu'il a essayé de saisir l'enfant, le cri de Luna a fait exploser sa lanterne magique spectaculairement. Cela lui a fait réaliser que Luna possède clairement folle talent magique, et être caché à sang pur. Il pourrait même appartenir à la famille royale. Frustré, Rocca lève sa lame pour couper le poignet de Nero et finalement se libérer. Mais à ce moment-là, Alicia éclate sur la scène, lui ordonnant furieusement de s'arrêter. Rocca se fait simplement chier, exigeant de savoir ce qui est arrivé à ces hommes qui l'ont poursuivi. Le clan lui répond froidement, mentionnant avec désinvolture que ces hommes se sont retrouvés comme des collations de la bête noire. Brocco panique maintenant, menaçant désespérément qu'Alicia et Clen ne se rapprochent pas, ou aider à couper les minuscules doigts de Luna. Clen, complètement imperturbable, ose le salaud pour aller de l'avant. Se moquer de lui qui peut juste guérir les blessures de toute façon? Alicia interrompt rapidement Clint. Le gronder que même s'il répare les blessures de Luma, il ne peut pas guérir les cicatrices mentales ou laisser derrière. Elle insiste sur le fait que Clan se taise et la laisse gérer cette négociation elle-même, alors révèle de façon spectaculaire qu'elle a l'arme magique du héros légendaire. Brocco perd pratiquement sa tête quand il repère l'épée légendaire, mais Alicia le lance soudain dans le mur derrière lui criant pour le prendre. Elle lui informe qu'il aura besoin des deux mains pour tirer l'épée, et promet que s'il laisse Luna indemne, elle le laissera garder l'épée et s'éloigner. Brocco commence à rire amèrement, appeler des conneries, parce qu'aucun vrai héros n'échangerait jamais une arme aussi puissante, juste pour un gamin. Convaincu maintenant, plus que jamais que Luna est vraiment le sang royal, Brocco change ses tactiques, et demande qu'Alicia révèle les emplacements des 13 armes légendaires. Elle et ses alliés possèdent, si elle veut que l'enfant revienne. Et Clint dit également à Alicia de simplement abandonner les putains. Remarquant dédain que ce ne sont que des armes après tout. Alicia dit froidement à Rocco que les armes légendaires sont cachées à la partie la plus profonde du canyon, sous la montagne Luna. Mais l'avertit, il devra y transporter personnellement le cul s'il les veut. Rocco glousse avec suffisance, se vanter qu'il lui sera facile de saisir ses armes, puisqu'il maîtrise plus d'un type de magie. Sans avertissement, il jette une mystérieuse poudre noire dans l'air, tape doucement Luna pour surprendre l'enfant en pleurant, et déclenche la puissante magie de Luna. L'énergie instinctivement de Luna active le sort caché de Rocco. Le camourer dans l'invisibilité. Smirking avec confiance qu'il commence à s'éloigner, Alicia et Clint, entièrement convaincus, ne peuvent pas le suivre maintenant. Mais juste comme il pense qu'il s'est éloigné, Alicia se matérialise soudainement directement sur son chemin, et le tranche sans effort directement en deux. Brocco, complètement dérouté des halètements d'incrédulité, demandant comment diable elle l'a trouvé, Alicia explique froidement que, même s'il devenait invisible et étouffait tout le bruit qu'il a fait, elle pouvait encore clairement entendre Luna pleurer. Entre-temps, Glenn récupère Luna et brosse la poussière d'invisibilité du gamin.
Alicia décide amèrement de laisser le cadavre de Rocco rester invisible. Tournant rapidement son attention vers Neru, réalisant avec gratitude que Luna n'a survécu que parce que Neru l'a protégée avec chaque dernière once de force qu'elle avait. Alicia demande désespérément à Clint s'il ne peut pas la sauver, mais il répond froidement qu'il ne peut contrôler qu'une seule marionnette zombie à la fois. Et le corps de Nero est beaucoup trop endommagé pour sa capacité de régénération seule. Il dit avec désinvolture. Il pourrait potentiellement obtenir des pièces de remplacement ailleurs, mais ce serait beaucoup plus facile de la laisser mourir. Alicia lui prend immédiatement, criant furieusement comment il pourrait abandonner une femme, qui a tout sacrifié pour protéger son enfant. Passionnément, elle déclare que si elle était mère, elle ferait absolument confiance à quelqu'un comme Naru pour regarder son enfant et entendre le discours sincère d'Alicia. Clint grave et décide enfin de sauver Naru. Mais il avertit Alicia qu'elle devra mourir temporairement, parce qu'il rencontrera chaque morceau de mana qu'il a investi dans elle. Sans hésitation, Alicia dit hardiment. Elle n'en fout pas si elle doit mourir à nouveau pour quelqu'un d'autre. Après tout, elle est le héros effrayant. Alors la palourde prend ces mots à leur valeur nominale, tue instantanément ces instants plus tard. Nero se réveille, complètement confus, car elle se rend compte qu'elle est encore en quelque sorte vivante. Encore plus choquant, elle découvre que son corps a été complètement reconstruit par Clint. Pendant le processus de guérison, Naru demande avec hésitation s'il est lui qui lui a sauvé la vie, et Clint le confirme avec désinvolture. Ajoutez qu'elle devrait vraiment remercier le héros. Il explique que la guérison Naru a pris plus de temps que prévu, provoquant le fait que le corps d'Alicia commence à se décomposer. Mais maintenant qu'il a restauré le mana d'Alicia, elle devrait se réveiller sous peu. Quelques secondes plus tard, Alicia s'est réveillée de façon spectaculaire comme si elle était un breakdance, paniquant immédiatement à propos de son épée manquante. Clan ignore ses bouffonneries, informant calmement Meru qu'elle a renommé, et à partir de maintenant, elle va prendre le nom de Nelulu. Il remet Luna dans ses bras, lui disant fermement qu'à partir de ce moment, elle voyagera avec eux. Et cette fois sans hésitation, Neluru accepte avec gratitude son offre avec un véritable sourire. Merci d'avoir regardé, vous abonner à ne pas manquer la partie suivante.